Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche hebdomadaire consacrée aux informations économiques. Donc, voici le sommaire. Un seul titre pour cette édition. Comment rendre plus productifs les envois des fonds de la diaspora? Les résultats d'une étude consacrée à cette question ont été publiés en début du mois. Dans cette édition, nous reviendrons sur les grands axes de cette étude avec M. Akaya Tchassor. Il est économiste financier et consultant en politique de développement. Monsieur Akaya, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Au lendemain des drames de Lomé et de Kara, joignant l'acte à la parole et conformément au communiqué du gouvernement datant du 18 février relatif aux mesures d'accompagnement des sinistrés des grands marchés de Lomé et de Kara, les 2 milliards annoncés sont effectivement disponibles depuis lundi au guichet du Trésor central de Lomé et de Kara. En plus de ces 2 milliards d'appui financier direct, 2,3 milliards de francs CFA sont débloqués pour poursuivre et accélérer l'aménagement en cours des sites retenus en vue de la relocalisation dans les meilleurs délais des sinistrés de Lomé et de Kara. Dans ce reportage issu de Moussa Chérifa, vivons l'ambiance des premières heures. C'était lundi dernier au guichet du Trésor public central de Lomé, une opération qui prendra fin le 1er mars prochain. Ambiance inhabituelle devant les guichets du Trésor public à Lomé. Elles étaient nombreuses, ces femmes commerçantes victimes de l'incendie du marché de Lomé, pour bénéficier de l'assistance du gouvernement. Depuis ce drame, je n'exerce aucune activité. Mais avec cet appui du gouvernement, je compte reprendre progressivement le commerce de pagne. Je remercie le gouvernement pour avoir pensé à nous. Ça ne peut même pas atteindre la moitié de ce que j'ai perdu. Mais bon, je vais me débrouiller avec. Parce que si quelqu'un te dit qu'il va t'aider, tu ne peux pas le forcer à te donner ce que toi tu veux. Tu dois attendre la main à tout ce qu'elle te donne parce que c'est un aide. Donc, je dis merci. 3106 victimes des marchés de Lomé et de Kara bénéficieront donc de cette aide en fonction de leur chiffre d'affaires et de l'activité économique exercée. Plus de 2 milliards de francs CFA débloqués par le gouvernement serviront à couvrir ces opérations qui vont se poursuivre jusqu'au 1er mars 2013. Restons dans le secteur informel, mais cette fois-ci avec les douanes togolaises qui veulent réorganiser le dit secteur en vue de faciliter la traçabilité des marchandises que ces opérateurs économiques non immatriculés importent dans l'exercice de leurs activités. Pour ce 21e siècle, le credo des douanes est la facilitation du commerce, c'est-à-dire les opérations au niveau des cordons douaniers. Moins de temps et plus de souplesse dans les formalités de dédouanement. Dans ce dossier, suivons et apprécions la vision de l'Organisation mondiale des douanes. C'est avec Lamarck Bodjona. Loin de déclarer la guerre au secteur informel, c'est plutôt une préoccupation afin d'amener les acteurs du dit secteur à bénéficier des multiples avantages liés au statut du commerce formel. Au Togo, c'est visible que le secteur informel représente le socle du secteur privé. Tenez, pour l'année 2002, les importations de marchandises déclarées effectuées par le dit secteur s'élevaient à plus de 195 880 tonnes pour une valeur globale estimée à 35 milliards de francs CFA. De 2007 à 2012, elle est plus de 1307 milliards de francs CFA. En plus de ces valeurs, il faut préciser qu'en 2012, 50,50% de déclarations introduites dans le système au bureau des douanes de Lomé-Port émanent du secteur informel. La douane, en s'intéressant au secteur informel aujourd'hui, veut amener, sensibiliser davantage le secteur informel sur les avantages que les opérateurs de ce secteur-là peuvent bénéficier de la douane comme avantages fiscaux pour le développement donc, de leurs activités. Nous voulons juste les amener à migrer vers le secteur formel. Parce qu'aujourd'hui, la douane est engagée dans un système de facilitation du commerce
et le secteur informel étant un secteur qu'on n'arrive pas à maîtriser, les opérateurs qui sont dans ce secteur ne pourront pas bénéficier de tous les avantages que la douane est en train de mettre en place en faveur des opérateurs économiques, parce que c'est un secteur qu'on ne peut pas contrôler. Et s'ils migrent vers le secteur formel, ils ont des identifiants fiscaux et ils ont un domicile fiscal, on peut les contrôler et donc on peut leur permettre de bénéficier des avantages que nous sommes en train de mettre en place. Les données parlent d'elles-mêmes et dégagent la nécessité de réorganisation du dit secteur. Aujourd'hui, le constat est clair, absence totale de numéro fiscal, pas de comptabilité régulière, des paramètres qui ne facilitent pas du tout le contrôle administratif. Or, plus de 80% de la population active se retrouve dans ce secteur au Togo. En rendant formel le dit secteur, chacun y trouvera pour son compte et l'État et aussi les acteurs. Aujourd'hui, la douane est engagée dans un système de facilitation du commerce. Donc, facilitation signifie que dès que vous arrivez au cordon douanier, vous ne perdez pas le temps. Donc, ça veut dire que la douane met un accent sur le contrôle après dédouanement. Donc, vous partez avec vos marchandises, mais on a la possibilité de savoir ce que vous faites. Et donc, vous pourrez venir plus tard payer. On ne parle pas des taxes intérieures, mais nous parlons de la facilitation au cordon douanier. L'identifiant fiscal, ce n'est pas seulement les grands opérateurs économiques. Tout le monde peut être identifié sur le plan fiscal. Et quand vous êtes identifié sur le plan fiscal, ça veut dire qu'on sait ce que vous faites, on sait où vous êtes. La vision stratégique des douanes au XXIe siècle est de faciliter le commerce en contrôlant moins au niveau du cordon douanier au profit des contrôles après dédouanement, c'est-à-dire retrouver les acteurs pour les contrôles à posteriori et s'assurer que tous les droits et taxes ont été correctement et effectivement perçus. La semaine dernière, on en avait parlé. Il s'agit de la contribution des diasporas dans le développement socio-économique des PME, attendez les pays les moins avancés. Aujourd'hui, plus qu'une nécessité, c'est une urgence et le Togo, notre pays, ne veut pas manquer le coche. Comme en témoignent les multiples initiatives qui ne cessent d'entreprendre en faveur des investissements de la diaspora dans les structures productives, lesquelles la structure, une fois réalisée, pourrait jouer positivement sur les efforts de développement du pays. Qu'est-ce que le Togo veut faire avec les potentialités de sa diaspora? Les éléments de réponse dans ce dossier de Fallon Onegou. Mettre à profit les envois de fonds et les compétences des diasporas pour renforcer les capacités productives des pays les moins avancés, c'était une envie de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à l'endroit des pays les moins avancés, conformément aux données du rapport 2012 sur les pays des moins avancés comme le Togo. Ce rapport, loin d'être une mesure de censure, constitue plutôt un élément incitatif pour ces pays qui doivent s'en inspirer afin de concevoir de vraies politiques de développement. En 2009, la diaspora togolaise a envoyé près de 141 milliards de francs CFA. En 2010, 154 milliards et en 2011, plus de 160 milliards. Et la diaspora contribue sous beaucoup de formes. Sa participation est multiforme dans le développement économique et social du pays. Au Togo, même avant ce rapport, des actions concrètes ont été déjà lancées à l'instar du projet Identification des travailleurs de la diaspora togolaise et appui à l'investissement des projets des migrants au Togo. Il y a exactement 13 mois que ce projet entièrement financé par le fonds CEDEAO Espagne a démarré. Tout cet important flux financier drainé par la diaspora en direction du pays est allé justement pour équilibrer les fins du mois, les ménages et l'éducation des familles restées au pays. Donc ce sont les secteurs prioritaires, santé, éducation. Donc cet important flux financier n'est pas dirigé vers des investissements productifs. Donc c'est ce que nous tentons de faire en ce moment pour canaliser ce flux vers des investissements productifs. C'est de parvenir justement à créer un cadre cohérent pour permettre aux différents acteurs qui interviennent dans la gestion de la diaspora, donc le gouvernement, la diaspora elle-même, la société civile et les bailleurs de fonds, en s'entendant sur une plateforme d'intervention dans le domaine. Donc ça permet justement d'optimiser sur la contribution de la diaspora au développement économique et social du pays.
Réorganiser ces diasporas, cela peut contribuer au développement socio-économique des PMA, puisque selon la CNUSED, 1/5 des travailleurs hautement qualifiés des PMA vivent à l'étranger. Sur le plan macroéconomique, depuis la crise économique 2009-2011, le taux annuel de croissance économique des PMA s'est établi à 4,7%, soit bien moins que pendant les années d'expansion 2003-2008, où c'était à 7,9%. Par voie de conséquence, le taux annuel de croissance du revenu par habitant a diminué, passant de 5,4% à 2,4%. En ce qui concerne les envois de fonds, ils revêtent une grande importance pour ces pays. Ils représentent 4,4% du PIB et 15% des exportations, soit 3 fois plus que dans les autres pays en développement. Toujours dans la même optique, une étude sur les opportunités d'investissement du marché et du créneau porteur pour la diaspora togolaise a été réalisée. L'objectif principal est d'identifier des mécanismes de valorisation des ressources des migrants togolais, orientés davantage dans le processus d'accompagnement des politiques et plans de développement local en termes d'opportunités d'investissement du marché et du créneau porteur. Je l'annonçais en début de cette édition. Pour des éclairages, nous avons sur ce plateau M. Akaya Tchasso. Il est économiste financier, consultant en politique de développement et gestion de projets. Il est l'un des piliers de l'équipe qui a réalisé la dite étude dont voici le document. Eh bien, je le disais, Monsieur Tchasso, bonsoir. Bonsoir. Ma première question serait de savoir, j'aurais souhaité vous nous présenter les grands axes de cette recherche. Oui, d'abord je tiens à vous remercier pour l'invitation. Pour les axes de l'étude, je vais peut-être revenir un peu sur le contexte. Oui, le contexte, oui. Sur le contexte de l'étude. Il faut remarquer que c'est depuis l'accord politique global en 2006 que la feuille de route avait prévu qu'on puisse vraiment rapatrier tous ceux qui sont partis et qu'on puisse impliquer vraiment la diaspora dans la dynamique de développement, la contribution de la reconstruction nationale. Et après, ça s'est encore accentué avec la conférence de Bruxelles en septembre 2008, où la relance d'aide des partenaires, tout ça, qui doivent arriver au niveau du Togo pour accompagner le Togo dans son processus de développement. On avait compris qu'il y avait manque de compétences et que la diaspora pouvait vraiment combler ce vide-là, ce manque de compétences, voilà, de ressources techniques et de capacités humaines pour la relance de l'économie togolaise. Maintenant, dans un deuxième temps, et ça veut dire qu'il y a eu des programmes qui ont généré beaucoup d'activités dans le secteur de la diaspora. En l'occurrence, le ministère de la fonction publique qui a eu à gérer un programme qui a mobilisé une forte contribution de la diaspora. Voilà. Et après la création, la mise en place du programme diaspora au niveau du premier ministère. Et après, nous avons beaucoup d'autres projets tels que financés par les bailleurs, tels que la BAD. Donc c'est ça qui a généré vraiment un certain engouement dans le secteur de la diaspora. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir certains chiffres concrets. Et on peut parler aujourd'hui que plus de 1,5 million à 2 millions de Togolais vivent à l'étranger. 2 millions. Avec 2 tiers qui sont en Afrique. Et ces 2 tiers, il faut dire que c'est des transferts de fonds qui sont tout le temps observés. C'est-à-dire que tous ces membres de la diaspora qui sont à l'extérieur envoient beaucoup d'argent au pays. On a estimé jusqu'à 154, 160 milliards de francs CFA des transferts de fonds. Mais malheureusement, ces fonds ne sont pas orientés vers les secteurs porteurs. Voilà, c'est ça un peu ce qui est dommage. Mais donc ça veut dire que pour vraiment traiter de cette question, nous nous sommes appuyés essentiellement sur deux axes très importants. Deux axes, oui. Voilà, ces deux axes. Le premier, c'est l'optimisation des transferts de fonds. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à trouver quel est le mécanisme approprié qui permet d'envoyer des fonds et que ces fonds soient vraiment utilisés à des fins d'activités créatrices de revenus. Oui. Voilà, qui créent vraiment de la richesse au lieu que ces fonds soient plutôt utilisés à des fins de fortuites, un peu comme
Les gens, prennent ça pour arrondir les fins de mois. Voilà, pour arrondir les fins du mois, les cérémonies au village, les funérailles. Les funérailles et tout ça. Donc c'était important de trouver quel est le mécanisme approprié qui permet de mettre en place ce mécanisme d'optimisation des transferts de fonds. Maintenant, le deuxième point, c'était l'attraction des revenus. Parce qu'une fois que vous mettez le cadre en place, une fois que vous mettez le cadre d'optimisation de ces ressources, il faut aussi penser à accroître ces revenus venus de l'étranger. Oui, il faut que on fasse fructifier ces envois. Voilà, ces envois, et qu'on les attire beaucoup plus. Parce qu'on sait quand même que la diaspora a un portefeuille très intéressant en termes de crédit et en termes de relations internationales, en termes d'investissement. Donc, il fallait définir aussi un cadre qui permet de vraiment accélérer ou bien de vraiment attirer tous ces investissements vers l'économie togolaise. Donc en réfléchissant sur le premier axe, nous avons compris, nous sommes partis un peu sur le terrain, nous avons vu quel est le comportement de ces transferts de fonds, à quoi servent vraiment ces transferts de fonds et pourquoi se diriger vers ces secteurs-là. Donc le diagnostic a été posé, en ce sens, et nous avons remarqué que les transferts de fonds, à un moment donné, il y a des incompréhensions entre les membres de la diaspora et ceux qui sont restés au pays. La plupart du temps, c'est après qu'on découvre que ce pourquoi les fonds sont envoyés ne sont pas effectivement réalisés pour ça. Et nous avons eu beaucoup de témoignages des membres de la diaspora qui nous ont dit qu'ils avaient envoyé des fonds, par exemple pour la construction d'une maison, ça n'a pas été fait. Pour l'achat d'un terrain, c'est peut-être dans un bas-fond. Donc il y a eu beaucoup de déconvenues. Il y a eu beaucoup de déconvenues sur le terrain et qui nous ont rapidement interpellés par rapport à la mise en place d'un système qui permet d'optimiser vraiment ces transferts de fonds. Et quel est ce système que vous avez pu cibler ? Voilà. Ce système, c'est de se dire que nous avons, le pays quand même devrait s'assurer que les investissements qui sont envoyés, même si c'est de famille à famille, et que ces investissements soient utilisés à bon escient. Donc nous avons réfléchi à un descriptif organisationnel qui permet de mettre en place ce que nous avons appelé le Fonds national pour l'investissement de la diaspora. Voilà. Donc ce fonds, par exemple, doit travailler en réseau pour essayer de canaliser un peu les transferts de fonds. Donc nous n'avons pas possibilité d'agir directement sur ce que les transferts de fonds doivent parvenir à faire dans le pays, mais nous pouvons toutefois les orienter. Donc ça veut dire qu'il y a une grande action communicatrice qui doit être menée pour présenter à la diaspora quelles sont les opportunités aujourd'hui qui existent dans le pays, quels sont les secteurs porteurs qui existent, quelles sont les possibilités d'investissement dans le pays, voilà, et comment rendre beaucoup plus productif. Productif, c'est ça l'essentiel. Voilà, comment rendre beaucoup plus productifs ces envois de fonds, et surtout que les gens qui sont destinés à recevoir ces fonds-là sont des gens aussi qui exercent un métier. Peut-être c'est des soudeurs, c'est des maçons. Donc, voilà. Donc on peut mieux gérer ces fonds-là pour investir dans leur métier et qui leur permet aussi de voir, au lieu de vraiment courir vers des microfinances et tout, ces fonds pouvaient permettre maintenant à développer les activités de ces familles restées un peu au pays. Donc voilà en quelque sorte le dispositif qu'on a mis en place, et ce dispositif même va jusqu'à beaucoup plus loin. Nous avons dit que si le dispositif mis en place au niveau national, il faut que ce dispositif ait une représentation au niveau régional, et au niveau préfectoral et même au niveau des villages. Oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora envoie dans tous les coins. Voilà, dans tous les coins. Donc, ce dispositif doit avoir un peu sa représentation partout pour que le système puisse vraiment être un système cohérent. Donc, en ce moment, nous avons dit que une fois que les envois de fonds sont effectués par les membres de la diaspora, ces envois de fonds peuvent être logés par les microfinances. Par les microfinances, par exemple, qui ont un dispositif déjà opérationnel en termes d'octroi de crédit. Et nous avons déjà, sur le terrain, nous avons remarqué aussi qu'il y a de ces genres de fonds disponibles au niveau de ces microcrédits, mais qui sont octroyés aux populations sans que les populations ne soient au courant que c'est des fonds qui sont envoyés pour aider les populations. De communication. Voilà, de communication. Oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, quand
celui qui reçoit l'argent sait que c'est un crédit, c'est mieux géré que quand c'est un... Oui, il sera plus sérieux. Il sera plus sérieux. Il y a des engagements à respecter. Et nous sommes aussi encore allés pour creuser un peu, pour dire que le membre de la diaspora, en même temps, peut participer au capital de ces sociétés-là qui octroient des financements. Donc, une fois que les membres de la diaspora investissent dans ces sociétés qui octroient du crédit aux populations à la base, donc ils peuvent recevoir un intérêt de ce capital-là qui permet de financer, par exemple, les familles qui n'ont pas forcément de métier. Maintenant, si leur fonds les permet de financer des activités à la base, ils ont la possibilité ou la capacité de faire travailler les membres de leur famille qui n'ont pas d'emploi. Donc du coup, ça règle un double problème, le problème d'emploi et le problème de satisfaction des besoins des familles. Pourquoi pas la lutte contre la pauvreté? Voilà, la lutte contre la pauvreté également. Donc voilà un peu le dispositif qui a été mis en place et qui permet aujourd'hui, si cela est mis en œuvre, d'arriver tant soit peu à régler le problème d'optimisation des fonds. Voilà. Ok, M. Akaya, vous restez quand même avec nous. Nous poursuivons ce jour-là. Nous allons revenir sur deux aspects de votre étude. D'accord. Quelques informations relatives au prix des denrées, surtout les céréales, à travers la mercuriale retirée auprès de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. Ces prix indicatifs concernent la période du 18 au 24 février 2013. Ainsi, nous avons pour cette période, donc, dans la région des Savanes, une stabilité par rapport à la semaine précédente du prix du maïs de 25 francs par le bol, de 2,5 kg sur tous les marchés dans la région. 425 francs le bol à Dapaon et à Mango. 450 francs le bol à Sinkassé. 400 francs à Tandjouar et à Nanon. 375 francs à Gando, Mandouri, Borgou et Barkwasi. Dans la région de la Kara, également une stabilité. 450 francs le bol sur les marchés de Kara et de Ketawo. 400 francs sur le marché de Bassar, Kabou et Bandjeli. Dans la région centrale, le prix du maïs est resté le même que la semaine passée sur les marchés, soit 425 francs à Sokoré et à Sotoubois, 400 francs à Tchamba. Et dans la région des plateaux, 400 francs à Apessemé, 375 francs à Agbono et à Amlamé et à Agné. Le prix moyen du sac de 100 kg est de 15 500 francs. Dans la région maritime, le prix du maïs est resté le même que la semaine passée à Adidegomé et à Akoresewa, sauf à Agouassié, où il y a eu une augmentation de 25 francs par bol, portant ainsi le prix de 500 francs sur tous les marchés de Lomé. 500 francs le bol à Akoresewa, à Adidegomé, à Agouassié. Le prix moyen du sac de 100 kg est d'environ 20 000 francs CFA. Quant au prix des autres produits, il s'articule comme suit. Le prix du bol de sorgho varie entre 500 et 650 francs. Celui de haricot varie entre 1100 et 1500 francs. Quant au prix du mil, ça se situe entre 550 et 900. Le gari, c'est entre 450 et 900 francs CFA. Les prix de vente des céréales à l'ANSAT. Le sac de 50 kg de maïs se vend à 9 000 francs CFA. Le riz local parfumé long grain, 25 kg à 13 000 francs CFA. Et le riz local parfumé brisure, 25 kg à 10 000 francs. Enfin, le riz local parfumé couscous, 25 kg à 7 500 francs. Eh bien, je reviens à M. Kaya. Bon, aujourd'hui, après ces axes ciblés, quel est le cadre stratégique auquel vos recherches sont parvenues? Voilà. Alors, parlant de cadre stratégique, nous avons dit, j'ai essayé d'aborder cela un peu dans ma première intervention, mais de manière beaucoup plus formelle, nous avons dit qu'il doit avoir, le cadre stratégique doit être composé d'un comité national de gestion du programme national et pour l'investissement de la diaspora, et ce comité-là doit être soutenu par un fonds. Le Fonds national pour l'investissement de la diaspora. Et ce fonds national-là est entouré des structures techniques avérées qui permettent de sécuriser et de garantir un bon résultat sur les fonds envoyés. Dans ces structures, il y a deux types de structures, une structure technique et une structure communicatrice. Donc qui entoure le Fonds national pour l'investissement de la diaspora. Et maintenant, ça c'est au niveau national. Maintenant, au niveau régional, il faut revenir pour dire qu'il y a une coordination technique de toutes les actions qui sont menées et dans le cadre de ce programme. Et nous avons mis en place au niveau de
de cette coordination technique, toutes les organisations logées au niveau des régions, que ce soit les ONG, que ce soit les CVD, les CDQ, les groupements de paysans, d'artisans, les chambres régionales de métiers doivent maintenant être au niveau de cet organe-là pour définir dans quel sens il faut que la région aille. Parce que nous avons constaté que les projets devaient venir beaucoup plus de la base que de venir beaucoup plus du haut. On doit les appliquer. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura un plan global de développement qui est logé au niveau de la région et qui est financé par la diaspora. Parce que ça peut être vraiment une troisième force de financement. On a même dit que, on a même constaté que les envois de la diaspora sont plus importants que l'aide publique au développement. Donc les chiffres en disent long. Donc il faut vraiment utiliser cette manne financière-là pour financer le développement de nos pays. Et ça nous fait éviter les dettes, ça nous fait éviter vraiment la contractualisation de certains prêts au niveau de l'État. Donc, ceci dit, quand les projets remontent un peu au niveau de la coordination nationale et régionale, nous avons des acteurs qui peuvent reprendre ces projets-là et maintenant les loger au niveau des microfinances et pour l'exécution. Donc une fois que le Fonds national d'investissement de la diaspora a ce fonds à sa disposition, dans ce fonds est mis à la disposition des microfinances et que ces projets qui reviennent au niveau des microfinances sont financés par les membres de la diaspora. Et comme je le disais, les membres de la diaspora font maintenant partie du capital du capital de ces sociétés-là, s'ils le veulent bien. Et maintenant, ils financent le développement de ces projets. Donc ça fait un double avantage. Et comme je le disais, c'est-à-dire qu'on finance et il y a une optimisation des transferts de fonds et une attraction. Parce que plus le membre de la diaspora sent que son revenu ou bien son investissement qu'il met au niveau de cette société est productif. Donc le deuxième volet de notre recherche aussi est déjà amorcé, c'est-à-dire l'attraction. Donc une fois que je sais que investir au pays commence par devenir productif, là je mobilise tous les partenaires, tous les partenaires que je connais, mon portefeuille relationnel, je le mets au niveau de l'activité et pour que nous puissions avoir beaucoup plus de capitaux, tout ça pour investir dans le développement. Et nous avons, pour ce faire, nous avons dit que cet investissement doit aller dans les créneaux porteurs parce qu'il faut avoir des choix d'investissement. Il faut arriver à définir où on est en train d'aller, où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu cibler certains créneaux porteurs? Effectivement. Lesquels, par exemple? Bon, le secteur qui regorge beaucoup plus de créneaux porteurs, c'est le secteur de l'agriculture. C'est le secteur de l'agriculture et il y a pas, voilà. Donc il faut développer ce que nous avons appelé l'agribusiness. L'agribusiness, la création des filières, la création des chaînes de valeur. Donc il faut que nous puissions avoir des produits transformés et ça a même généré beaucoup de débats autour de notre monnaie, tout ça. Donc nous avons une monnaie quand même assez fort et pour le moment, si nous nous contentons d'exporter des produits bruts, nous n'avons pas d'avantage. Par contre, des produits transformés nous permettraient vraiment d'accroître de la richesse au niveau du pays. Donc nous avons dit que si on met en place des filières et que l'agriculture travaille et que ces produits sont transformés et que ces produits transformés font vraiment le travail sur le marché local et sur le marché international, là, ça peut créer vraiment de la richesse. Donc, pour parler des secteurs porteurs, nous avons le secteur de l'agriculture qui fait vraiment l'unanimité dans la force de l'agriculture. Voilà, dans les débats. Et nous avons ciblé beaucoup de produits, mais nous sommes orientés vers la professionnalisation de